Depuis quelques années, un peu partout, les travailleurs ont conquis le droit de s'organiser en syndicats. Mais c'est avec la création des bourses du travail, puis de la CGT, qu'anarchisme et syndicalisme vont fusionner pour donner naissance au syndicalisme révolutionnaire, que l'on désignera plus tard sous le terme d'anarcho-syndicalisme. Mes recherches montrent que le syndicalisme est fondamentalement une stratégie anarchiste. Bien sûr, c'est né en dehors du mouvement anarchiste, et c'est quelque chose que les anarchistes ont ensuite adopté. À l'intérieur de cette stratégie, les bourses du travail occupent une place particulière. Le grand promoteur du mouvement des bourses du travail est un jeune anarchiste qui s'était fait connaître en s'opposant à la stratégie de l'attentat. C'est quelqu'un pour qui j'ai une très grande admiration, c'est Pelloutier. Alors, c'est un Français, Pelloutier, qui meurt très jeune, à 30 quelques années, en s'étant tué à la tâche, littéralement. Mais il va fonder cette idée de bourse du travail. Qu'est-ce que c'est que ces bourses du travail? Tout comme le nom l'indique, c'est une bourse, c'est-à-dire un endroit où l'on vient pour négocier son travail, c'est-à-dire pour chercher un travail. Au départ, c'est simplement, effectivement, pour permettre à ceux qui n'avaient pas de travail d'en trouver. Et puis rapidement, les bourses du travail deviennent des écoles professionnelles, des écoles, des bibliothèques. On y discute, on y élabore une véritable pensée. Alors pour un étranger comme moi, parce que quand je vais en France, je trouve ça très émouvant de voir ces bâtiments-là. C'est des bâtiments habituellement assez imposants, hein, c'est très beau. Que les ouvriers se sont payés eux-mêmes avec leurs économies. Et dans ces bâtiments-là, il y avait une incarnation des idéaux sociaux, politiques, économiques qu'ils défendaient. Il y avait des lieux de défense des travailleurs immédiates. C'était des lieux où on incarnait véritablement ce qu'on voulait voir plus tard dans la société. C'était des lieux où on commençait à donner les prémices de la société de demain et on commençait à donner des outils pour lutter pour y parvenir. On y trouvait typiquement, on pouvait y trouver un musée du travail, on pouvait y trouver des cours du soir. Il y a des débats, des conférences, des spectacles aussi le dimanche où les ouvriers viennent en famille, des spectacles un peu exigeants, élevés. Enfin, c'est vraiment des foyers d'éducation populaire. Donner à l'ouvrier la science de son malheur, la formule de Pelloutier. Il y a encore une fois cette idée que la situation objective, elle est connaissable. On peut la connaître et si on donne les informations pertinentes aux gens qui sont concernés, ils comprendront la situation dans laquelle ils se trouvent et ils seront vraisemblablement intéressés à la transformer, cette situation-là. Donc c'est cette idée que la connaissance du monde est un préalable à la volonté de le transformer. On retrouve cette idée-là chez les anarchistes, on retrouve cette idée-là chez Pelloutier. Le nombre de bourses du travail explose. Sous la pression des travailleurs, les villes se dotent de palais du peuple. On en compte près d'une centaine au début du siècle. Elle fusionne avec la CGT qui regroupe alors des milliers de syndiqués. S'ils ne sont pas tous libertaires, loin s'en faut, ils se donnent pour secrétaire aux fédérations Émile Pouget, un anarchiste consommé qui considère lui aussi que c'est le syndicat et non le parti politique qui doit avoir un rôle central, stratégique et révolutionnaire. C'est l'âge d'or, au fond, du mouvement syndical. On est bien dans le syndicalisme d'action directe, dans ce que je préférerais appeler même le syndicalisme autosuffisant. Il n'y a pas besoin de relais politique. Il n'y a pas à distinguer ce qui relève du politique avec des élections, avec des partis qui, par le vote, obtiendraient un certain nombre de réformes, et puis le syndicat qui se contenterait au fond des réformettes ou des petites mesures qui ne concernent que les travailleurs de telle usine. Non. Le syndicalisme doit être capable de rebattre toutes les cartes et de changer radicalement la société. Cette conception globale du rôle du syndicat amène les anarchistes à refuser la stratégie des urnes. Le vote, loin de leur apparaître comme l'exercice d'un droit, est bien plutôt conçu comme une légitimation de l'ordre établi. À chaque élection, ils prônent un abstentionnisme radical. Ils savent bien que le vote, c'est une arme tout à fait illusoire, que ça ne change rien, dans la mesure, notamment, où dans la meilleure des démocraties, les 10 représentants du peuple n'ont aucun compte à rendre au peuple qui les a élus. C'est pas un refus de la démocratie, c'est une contestation de ce qu'on nous donne habituellement comme étant la démocratie. Alors, ils imaginent des manières de fonctionner. Alors, dans les mouvements anarcho-syndicalistes, il y avait des délégués, mais ils étaient révocables en tout temps. Alors, c'est une façon différente de penser la politique. Pour changer les choses dans cette manière différente de penser la politique, les anarcho-syndicalistes préfèrent utiliser l'arme forgée à la suite du congrès de Saint-Imier.
Et c'est ainsi que partout dans ce XXe siècle naissant, on voit fleurir le même mot d'ordre, grève générale. L'idée peut paraître simpliste vue d'aujourd'hui, mais elle est en même temps révolutionnaire. Si toutes les usines s'arrêtent de travailler, comment les capitalistes pourront-ils continuer à toucher leurs capitaux, à toucher leurs dividendes, puisqu'il n'y aura plus rien? Et si tout le monde en même temps fait la grève, ça suppose pour certains l'économie de l'insurrection. La société s'écroulera d'elle-même sans qu'il soit besoin d'une violence extrême, puisque la bourgeoisie ne pourra pas faire front. Ce sera déjà la société sans État, puisque l'État n'aura plus de raison d'être. C'est pas l'idée, au fond, de tuer ou de mettre en prison les bourgeois, les capitalistes. C'est les tuer dans leur essence de capitalistes. S'il n'y a plus de capitaux produits, il n'y a plus de capitalistes. En revanche, le capitalisme, lui, tue. Comme à Courrières en 1906, où a lieu l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire ouvrière. À la suite d'un coup de grisou et d'un coup de poussier, les mines s'enflamment. Afin de préserver le gisement de charbon, les propriétaires bouchent la mine. Plus de 1500 mineurs sont pris au piège des flammes, des gaz et de l'obscurité. Seuls 24 en reviendront. Aussitôt, les mineurs se mettent en grève. Les femmes en tête réclament justice. Les anarchistes sont en première ligne. Clémenceau, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur, envoie la troupe. 20 000 soldats chargent les manifestants. En réponse, pour le 1er mai 1906, les syndicalistes libertaires de la CGT exigent la journée de 8 heures et appellent à la grève générale. Il y a comme un avant-goût du 36 ou de mai 68. Dans les bourses du travail, si les anarchistes font des soupes populaires et jouent à l'orchestre, ils savent que bientôt viendra l'heure de l'affrontement. En plein cœur de cette époque qui n'est pas belle pour tout le monde, les travailleurs se préparent. La bourgeoisie tremble. La France retient son souffle. Il y a toute une fébrilité autour de ce 1er mai 1906 qui doit être le départ de la grève générale. Donc il y a une attente presque millénariste. On voit des banderoles dans tant de jours nous serons libres. Et c'est actualisé au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date fatidique. Et il y a une véritable panique qui saisit la bourgeoisie à l'approche de ce 1er mai 1906. Et à Paris, il y a 45 000 hommes de troupes pour empêcher toute manifestation de se tenir. Donc il y a la tactique du manège et les dragons qui tournent en rond sur les places. Il va y avoir des affrontements autour de la place de la République. C'est vraiment des charges sabre au clair. Et quand on frappe, c'est bien souvent avec le tranchant. Il y a un nombre de mutilations incroyable. Et puis il y a des morts, pas mal de morts aussi. Malgré les arrestations, les blessés et les morts, les anarchistes remportent ici tout de même une grande victoire. Ils font la preuve qu'ils peuvent mobiliser les travailleurs et obtenir gain de cause. Car si la journée de 8 heures n'a pas été obtenue, le gouvernement a tout de même été obligé de lâcher, sous la pression, un jour de repos. Le syndicalisme révolutionnaire est alors au fait de sa popularité. La charte d'Amiens, adoptée quelques semaines plus tard, symbolise son triomphe et demeure aujourd'hui encore le codex du mouvement syndical en France et dans le monde. Car au début du XXe siècle, l'anarcho-syndicalisme fait des petits un peu partout. La CNT en Espagne, qui regroupera bientôt près de 2 millions de travailleurs. La FORA, qui structurera la vie politique argentine jusque dans les années 50, ou encore les IWW aux États-Unis d'Amérique, qui prennent pour emblème un chat noir et un sabot que les ouvriers français glissaient dans les machines pour les casser, et qui, dans de très nombreuses langues, formera l'étymologie du mot sabotage. Si vous prenez une carte du monde, alors vous verrez que le mouvement anarcho-syndicaliste s'est développé dans toute l'Amérique latine et dans toute l'Europe. Si l'on parle d'une présence certes minoritaire, mais avec une influence énorme, alors vous trouverez l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord et jusqu'en Extrême-Orient. Le syndicalisme révolutionnaire s'est implanté aussitôt dans le monde entier, surtout dans les pays capitalistes industrialisés. Avec ces organisations qui voient le jour tout autour du monde et leurs publications qui tirent dans toutes les langues, le courant syndicaliste révolutionnaire parvient à toucher des franges de la population jusqu'alors négligées par les autres courants politiques. Et grâce à elle, l'anarchisme étend son influence et accroît sa force d'impact.
Au fur et à mesure de l'implantation des syndicats anarchistes, ceux-ci se dotaient toujours de sections féminines. Ce ne sont pas des ghettos, car ces sections féminines étaient vraiment aux avant-postes de la Révolution. Et je crois que c'est important de comprendre ça, car les femmes jouaient alors un rôle de pionnier. Et ces sections féminines devenaient aussitôt, en quelque sorte, des avant-gardes révolutionnaires. Esclaves entre tous les prolétaires, ce sont effectivement des femmes qui mènent ces luttes syndicales et ouvrent pour l'anarchisme de nouveaux fronts. Le mouvement libertaire devient ainsi, en ce temps où les femmes n'ont pas le droit de vote, ni celui d'avoir un compte en banque, le seul mouvement révolutionnaire à avoir des figures féminines de premier plan. On se souvient de Louise Michel, la communarde réprouvée devenue héroïne populaire, et d'Emma Goldman, l'émigrée russe surnommée la femme la plus dangereuse d'Amérique. Mais il y a encore Voltaire de Claire, dont le talent littéraire n'aura d'égal que le foisonnement de la pensée, Leda Raffanelli, la militante convertie à l'islam et figure marquante de l'anticolonialisme au Proche-Orient, ou Virginia Bolton, qui, avec le sous-titre « Ni Dieu, ni Maître, ni Marie », publie le premier journal féministe de l'histoire. Sans oublier Lucy Parsons, dont l'époux accusé à Haymarket avait été l'un des 5 martyrs de Chicago et qui, née esclave, deviendra l'une des premières militantes de la cause noire. Connues et reconnues, ces femmes qui remplissent les salles sur leur seul nom sont admirées par les sympathisants anarchistes et craintes par les pouvoirs établis, qui n'hésitent pas à les enfermer, à les déporter et même à les exécuter, comme ce fut le cas de Kano Sugako, journaliste féministe et martyre japonaise, qui finira pendue au crépuscule du soir après avoir été accusée à tort de haute trahison. Mais en dépit de la participation de ces personnalités, le syndicalisme révolutionnaire n'en finit pas moins par montrer ses limites. Et Malatesta, encore lui, s'en inquiète qu'il le voit devenir un mouvement légalitaire dans lequel les anarchistes semblent avoir oublié ce qu'ils sont et ce pourquoi ils luttent. Ce que Malatesta critique alors, c'est ce syndicalisme apolitique, de ventre mou, qui n'ose pas contester le pouvoir. Un syndicalisme qui jette la confusion et veut juste perdurer, qui n'admet pas que son objectif final doit être la destruction de tout pouvoir politique. Désespérant de l'action collective, mais aussi victime d'une répression disproportionnée, de nombreux révolutionnaires préfèrent alors se détourner des organisations pour créer, après l'insurrectionnalisme et l'anarcho-syndicalisme, le dernier grand courant du mouvement anarchiste, l'individualisme. Descendants des Lumières et héritiers du romantisme, les individualistes sont les enfants terribles de leur temps. Ils lisent Nietzsche et Stirner, prônent une objection de conscience généralisée et entendent mener immédiatement, en rupture avec les principes autoritaires en cours dans la société, une existence pleine et entière. Joseph Albert, dit Libertad, que l'on surnomme aussi le roi de la butte Montmartre, est l'une des figures de ce courant. Il accompagne l'essor des causeries populaires et a fondé le journal L'Anarchie, avec un A minuscule. Libertad est une très grande figure. Alors, il écrit dans l'Anarchie, donc on a un certain nombre de textes. Ça ne fait pas de lui un théoricien, hein, c'est des textes très émotionnels aussi. Mais c'est surtout un très grand orateur. Il était mutilé, il marchait avec des béquilles, et malgré son infirmité, il était un cogneur, un redoutable bagarreur. Et tout le monde le craignait. Il est toujours vêtu de sa blouse noire de typographe. Il a ses béquilles qui ponctuent ses discours et qui lui servent aussi contre les policiers. Il faisait des moulinets avec ses béquilles qui impressionnaient les policiers. Même s'il est bagarreur et souhaite à ses lecteurs pour chaque année nouvelle que crève le vieux monde, Libertad, tout comme ces libertaires bohèmes qui peignent sur les pentes de Montmartre, n'empêche pas l'action violente pour autant. C'est des gens dont j'ai examiné les trajectoires cas par cas. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler de leurs mains, mais aussi de leur tête, enfin, être des hommes complets. Ils veulent avoir la vie bonne, ce qu'ils estiment être la vie bonne, et ce qui est très loin de la vie facile, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Si les individualistes recherchent le bonheur,
Ils savent que l'émancipation individuelle passe aussi par la défense des libertés de tous et de chacun. C'est la raison pour laquelle ils prennent part à tous les combats de leur temps. Ils sont en première ligne contre les pogroms et parmi les premiers à soutenir l'innocence du capitaine Dreyfus. Ils sont à l'avant-garde de la bataille pour la laïcité et militent pour la séparation de l'Église et de l'État. Ils font fermer les bagnes pour enfants, ils inventent ce que l'on n'appelle pas encore les luttes affinitaires et s'attaquent à toutes les formes de domination. L'impérialisme, le sexisme et le patriarcat, le racisme et tous les types de ségrégation qu'induisait déjà le monde du travail à cette époque. Depuis les formes les plus intimes d'oppression à l'intérieur des familles jusqu'au plus global, les anarchistes se sont mis alors à toutes les combattre. Ce désir global de changement qui conduit les individualistes à rejeter le travail, la famille, la patrie, tous les fondements de la morale bourgeoise, les amène à proposer des alternatives de vie. Et ces pratiques nouvelles qu'ils inventent alors font d'eux aussi de vrais révolutionnaires. Ça va concerner absolument tous les aspects de la vie, la sexualité, l'éducation, les vêtements. Donc, vous prenez la nudité, les femmes vont abandonner le corset, les chapeaux, tous les vêtements contraignants. À la place du mariage, ils vont préconiser l'union libre. Ou alors certains, l'amour libre. Et éventuellement plural, il n'y a pas d'inconvénient à aimer plusieurs personnes à la fois, et pour les femmes et pour les hommes. Enfin ça c'est la doctrine, bien sûr dans les faits, il y a beaucoup de grincements de dents et de souffrances. Bien qu'ils soient individualistes, ces anarchistes ne s'en regroupent pas moins. Et à défaut de changer le monde, ils décident de changer l'univers. Ils créent dans les villes des athénées libertaires ou des colonies agricoles à la campagne. Un peu partout, malgré les manques, les rigueurs et le harcèlement policier, ils partent mettre en cohérence leurs idées et leurs actes, préfigurant le retour à la nature des années 70. Ils trouvaient une espèce de grange à l'abandon au fin fond de la Picardie, et puis décidaient qu'ils allaient faire un milieu libre là-bas et vivre dans l'autonomie. Ils faisaient ça sans un sou. Quand nous, on a fait des communautés dans les années 70, où les jeunes qui refont ça, le retour à la nature, ils ont tous les surplus de la société actuelle qui permettent de vivre avec 4 sous. Les ouvriers du début du XXe siècle, ils n'avaient pas 4 sous de côté. Et quand ils étaient au chômage, ils n'avaient rien. Quand ils étaient malades, ils touchaient rien. Donc ils partaient avec rien. Alors il y a des gens qui émigraient aussi. Il y a des communautés au Paraguay, au Costa Rica, sur des îles de Polynésie française. Donc là, effectivement, la vie est peut-être un peu plus facile. On peut cueillir des mangues et des papayes, et survivre avec un petit bout de tissu autour des hanches. On voit alors partout des colonies se créer, en Belgique, aux États-Unis, ou comme ici en Palestine, où des individualistes juifs fondent de Gagna la mère des kibbutzim. Mais c'est effectivement en Amérique latine que de véritables villes libertaires voient le jour. Il y a la Nouvelle-Australie où s'installa notamment Marie Gilmore, ou encore la Colonia Cecilia, fondée au Brésil par Giovanni Rossi et un groupe d'anarchistes italiens, dont il ne reste qu'une seule image. Pendant 4 ans, ces libertaires abolissent les hiérarchies, la religion et l'argent, s'organisent en conseil, s'aiment librement et chantent des chansons. Terra di ladri, coi miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare formeremo la colonia sociale e tu borghese ne paghi il fio, tutto precipita, re patria e Dio e l'anarchia forte e gloriosa e vittoriosa trionferà, si trionferà. Mais l'anarchie ne triomphe pas, et ces colonies, véritables contre-sociétés qui devaient être le germe du monde nouveau, ferment les unes après les autres. Certains individualistes se disent alors que si pour changer la société, il faut bien changer l'individu, pour changer l'individu, il faut reprendre le mal à la racine. Or, selon eux, l'école bourgeoise inculque dès l'origine aux enfants des valeurs autoritaires et centralise tous les dispositifs de pouvoir. Il faut donc s'y attaquer et y porter la révolution. Ils se font alors éducationnistes réalisateurs et conçoivent des pédagogies nouvelles où l'antique paideia se mêle aux principes libertaires. La tâche de l'anarchiste, c'est d'être un éducateur. C'est-à-dire, il faut en quelque sorte faire l'homme nouveau avant de faire la société nouvelle. Il y a une très grande exigence
d'élévation intellectuelle, sensorielle, physique même. Il ne néglige aucun des aspects de la vie. Des expériences de nouvelles formes d'éducation fleurissent aussitôt à travers le monde. La ruche de Sébastien Faure ou l'orphelinat de Sampuy de Paul Robin. Mais l'une des plus complètes est l'école moderne, fondée en Espagne sur des principes anti-autoritaires par Francisco Ferrer. Francisco Ferrer est un pédagogue anarchiste très important. Il a créé le mouvement des écoles modernes. L'idée était de faire une éducation séculaire, laïque, non seulement à destination des enfants, mais aussi des adultes, basée sur des relations égalitaires entre les élèves et les professeurs. C'est une éducation intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit être à la fois manuelle et intellectuelle. L'enfant doit savoir à peu près tout faire. Elle est fondée exclusivement sur l'usage de la raison, c'est-à-dire on ne veut rien imposer à l'enfant de l'extérieur. Nous ne craignons pas de le dire. Nous voulons faire des hommes dont l'indépendance intellectuelle sera la force suprême, qui ne se soumettront jamais à rien, capables de discerner ce qui est bon et qui aspireront à vivre 1000 vies en une seule. La société craint de tels hommes, et il ne faut pas attendre d'elles qu'elles soutiennent jamais une éducation capable de les produire. C'est ça qui est fascinant quand on lit les anarchistes sur l'éducation, et à mon avis, c'est parmi les rares théoriciens de l'éducation qui sont conscients de ça, ils se méfient d'eux-mêmes. Ils ont une telle méfiance à l'endroit de l'autorité illégitime, y compris en éducation, que leur réflexion sur l'éducation comporte une profonde réflexion sur les risques d'endoctrinement que porte leur projet. Alors vous allez lire des mots je cite presque textuellement, « Rappelons-nous toujours que nous ne voulons pas faire de bons petits anarchistes. Méfions-nous toujours de notre propre pouvoir sur les enfants. Nous tentons de faire des hommes libres. Il se pourrait qu'ils pensent autre chose que nous plus tard. C'est à ça qu'on reconnaîtra qu'on a véritablement fait des hommes libres. » Ces écoles laïques et libertaires, où les enfants posent en cagoule, suscitent bien sûr le fantasme, et leur succès inquiète autant le clergé que la bourgeoisie. Il faut arrêter au plus vite Francisco Ferrer, leur fondateur qui s'est pourtant toujours opposé à toute forme de violence. Une occasion est trouvée au cours de la semaine tragique de Barcelone de l'inculper à tort. Il est très vite visé par la répression, qui en 1909 l'accuse d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone et le condamne à mort. Il va y avoir une solidarité internationale qui va se développer sur tous les continents, aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe. Il y aura des manifestations pour empêcher l'exécution, il y aura des pétitions, il y a même des gouvernements qui vont intervenir pour demander au gouvernement espagnol de l'épargner, mais Ferrer est exécuté. Et alors, quelques heures après son exécution, des foules se rassemblent partout dans les grandes villes, mais notamment à Paris. L'émeute parisienne sera la plus spectaculaire de toutes, le 13 octobre 1909 exactement. Il va y avoir une émeute d'une intensité extraordinaire. Les terrassiers, qui sont vraiment la fleur du prolétariat de cette époque, arrivent pioche à l'épaule, dépavent les avenues, mettent à nu les conduites de gaz, les percent, les enflamment. Paris est transformé en brasier. L'assassinat de Ferrer par la justice espagnole, qui provoque les échauffourées les plus violentes depuis la Commune, a ses équivalents dans le monde entier. Il y aura celui de Kotoku au Japon quelques mois plus tard, ou ceux de Sacco et Vanzetti aux États-Unis d'Amérique, qui déclencheront tous d'immenses mouvements de solidarité internationale. Car si les États n'hésitent pas à tuer les humanistes, c'est qu'au début du XXe siècle, le monde semble sur le point de basculer. Rien qu'en 1905, on compte une révolution en Russie, des manifestations insurrectionnelles en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, un vendredi rouge en Hongrie, une rébellion en Crète, une grève générale en Pologne, une semaine rouge au Chili, un mouvement de masse en Inde, le commencement de l'ère de la violence populaire au Japon, des soubresauts révolutionnaires en Mongolie ou encore une révolution constitutionnelle en Perse. Et partout, les anarchistes sont à la manœuvre. Mais malgré ces larges mobilisations, comme en Macédoine lors de l'insurrection à la fois nationaliste et libertaire d'Ilinden, tous ces mouvements sont noyés dans le sang. Et c'est dans ce contexte de répression généralisée, on l'oublie trop souvent,
que certains individualistes vont reprendre la voie des armes, comme au temps de la propagande par le fait, mais avec, cette fois, la conscience de la vanité de leurs gestes et l'assurance de la tragédie qui les attend. Au début des années 1910, tout semblait pourtant aller pour le mieux dans le meilleur des mondes libertaires possibles. Un congrès international venait d'avoir lieu à Amsterdam où s'était rassemblée la crème de l'anarchisme mondial. Les anarchistes y étaient parvenus à se mettre plus ou moins d'accord sur 2 points fondamentaux. La nécessité d'organiser le mouvement en fédération nationale et, en cas de guerre, répondre à la mobilisation par la grève générale. Au Mexique, une révolution, la première de ce XXe siècle naissant, venait d'éclater avec ses accents libertaires qui ravivaient les espérances révolutionnaires. Kropotkin s'enflammait et apportait un soutien sans réserve à l'insurrection paysanne. Emma Goldman se lançait dans une vaste collecte de fonds et les libertaires, en France, pouvaient s'exclamer « Quel exemple! Quel splendide prélude pour l'émancipation générale !» Comble de l'ironie, en France, par exemple, Armand Fallières, le nouveau président de la République, accompagné d'une myriade de personnalités politiques, s'était rendu en personne à Besançon pour inaugurer, en grande pompe avec Marseillaise et défilé des gardes suisses, une statue monumentale à la gloire du père de l'anarchisme, Joseph Proudhon. Oui, tout semblait aller pour le mieux en ce début des années 10, dans le meilleur des mondes libertaires possibles. Mais peut-être par impatience ou juste pour prendre au mot l'auteur de Qu'est-ce que la propriété, de nombreux libertaires ne décidaient pas moins d'attaquer la société bourgeoise dans ce qu'elle a de plus cher. Partisans du vol, qu'ils préfèrent nommer expropriation, reprise individuelle ou banditisme révolutionnaire, afin de précipiter en Europe une révolution qu'ils ne voyaient plus venir, ces anarchistes s'en prennent partout à la propriété. Et avec eux, le braquage se changeait soudain en stratégie révolutionnaire. Le problème est très simple. Si je suis un révolutionnaire opposé au capitalisme, pour quel mystérieux motif est-ce que je n'attaquerai pas une banque? Pourquoi ne pas exproprier la banque pour financer la révolution? Après, on peut discuter des méthodes. Je ne parle pas de tuer la petite vieille qui attend au guichet. Je parle d'un assaut radical du capitalisme sous la forme d'une attaque de banque. Aux yeux d'un révolutionnaire, ça n'a rien de scandaleux. Entre parenthèses, même Staline le faisait. Tous les révolutionnaires s'y mettent dans les faits, mais ce sont les anarchistes qui systématisent ces tactiques et associent momentanément leur nom au plus grand braquage de l'époque. Il y aura Buenaventura Durruti, le plus grand terroriste d'Espagne, avant de devenir le leader de la révolution anarchiste en Catalogne, qui met à ça, avec les Solidarios, une partie de l'Europe et de l'Amérique latine. Il y aura Severino Di Giovanni, l'ennemi public numéro 1 argentin, qui réalisera le vol le plus important jusqu'alors de l'histoire de son pays. Il y a en Ukraine Nestor Makhno, qui, au sein de l'Union des laboureurs pauvres, exproprie et redistribue les biens confisqués. Mais en France, c'est Marius Jacob, qui œuvre au sein de la bande des travailleurs de la nuit, qui marque alors les esprits. Le plus pittoresque, le plus intéressant, c'est sans doute Marius Jacob. Il a créé une petite bande, n'est-ce pas, de cambrioleurs, qui avait pour but de voler les exploiteurs du peuple, les parasites de la société, c'est-à-dire qu'ils choisissaient leur cible, ils ne volaient pas n'importe qui, mais avant tout les militaires, les prêtres, les magistrats et les grands propriétaires. Dans la mesure du possible, sans violence aucune, et même avec une certaine élégance, puisqu'il peut laisser des petits messages ironiques à destination de ceux qu'il a cambriolés. Oui, je vous ai volé un mouchoir de poche d'une valeur de 250 francs. Un mouchoir de 250 francs. N'est-ce pas une insulte à la misère? Marius Jacob, l'anarchiste cambrioleur, qui, bien qu'ayant commis plus de 500 cambriolages, gardait pour lui juste de quoi vivre, servira de modèle à Maurice Leblanc pour concevoir son personnage d'Arsène Lupin. Mais l'État, qui veut envoyer un message aux anarchistes tentés par l'illégalisme, l'arrête et, malgré ses bons mots, lui applique un châtiment exemplaire. Lui qui n'avait jamais versé le sang est condamné à la guillotine sèche des travaux forcés à perpétuité au bagne de Guyane. Pour les bandits révolutionnaires, le signal est clair. Puisque le pouvoir envoie à la mort même des innocents, il vaut mieux tuer avant que d'être tué. En 1911,
C'est à Londres que se déroule la première grande confrontation entre bandits révolutionnaires et forces de l'ordre. Pendant plusieurs heures, au cours de ce que l'histoire de l'anarchisme a retenu sous le nom de bataille de Stepney, un siège a lieu au Censinas Street. À l'aube, le quartier est entièrement bouclé. 2 anarchistes retranchés dans une petite maison opposent une résistance farouche à plus de 800 policiers et membres de la garde écossaise. Les opérations sont dirigées par le ministre de l'Intérieur, un certain Winston Churchill, que l'on voit ici à gauche, en haute forme. Ne parvenant pas à les déloger, Churchill fait donner l'artillerie et incendie la maison. Les 2 révolutionnaires meurent brûlés vifs. Les actualités ont envoyé leurs caméras et une foule considérable s'est massée pour assister au spectacle. Mais était-il ici, parmi les curieux, ce jeune mécanicien dont la légende dit qu'il était à l'époque le chauffeur à Londres de Conan Doyle? Un fait est sûr, c'est en revenant en France l'année suivante qu'il décide de passer à l'action en formant une bande dont le nom va bientôt faire trembler l'Europe, la bande à Bono. Les bandits tragiques, je préfère cette appellation parce que premièrement, c'est pas une bande soumise à l'autorité d'un chef, et si chef il y avait, je vois pas pourquoi ce serait Bono plus qu'un autre. Ils sont des militants anarchistes, des militants individualistes, convaincus, avec un passé de lutte derrière eux, comme le jeune Octave Garnier, par exemple, qui a été emprisonné à la suite d'une grève de terrassiers, durement frappé par la police, et qui a trouvé dans l'individualisme ce qu'il cherchait, finalement. Austères doctrinaires, dont la vie est exemplaire, ces hommes ignorent le tabac, l'alcool, le jeu et le bordel. Ils fréquentent le journal L'Anarchie, dirigé par Victor Serge. Mais c'est grâce à leur connaissance de la mécanique qu'ils vont d'abord entrer dans l'histoire en étant les premiers à utiliser la voiture pour commettre leur braquage. Leurs prises sont bien maigres et ne permettent pas de financer la révolution. Mais leurs attaques se caractérisent par une violence indiscriminée. Sur leur passage, le nombre de morts explose. Leurs têtes sont mises à prix. La presse offre une prime de 100 000 francs à qui permettra leur capture. Les toutes nouvelles brigades du Tigre se mettent à leur trousse. Mais loin d'avoir peur, les bandits défient la société. Et Octave Garnier va même jusqu'à écrire aux responsables de la 3e brigade, dite brigade des anarchistes. Je sais que cela aura une fin. Dans la lutte qui s'est engagée entre le formidable arsenal dont dispose la société et moi, je sais que je serai vaincu. Je serai le plus faible. Mais j'espère vous faire payer cher votre victoire. Ils savaient qu'ils étaient condamnés à mort. Ils se savaient condamnés. C'est un acte parfaitement désespéré. Ils l'acceptaient. Absolument. Absolument. Dans tout ce qu'on lit, on ne remarque aucun symptôme de peur, on ne remarque aucun début de fuite, enfin rien du tout. Rien. Ils ont dit, nous attaquons la société. Elle est assez horrible. Je crois qu'ils n'avaient pas mal de raison de la considérer comme horrible à cette époque-là. Nous l'attaquons. Nous l'attaquons et nous irons, enfin tranquillement, ils disaient toujours, mais nous irons, c'est la guillotine qui nous attend, ou la mort, enfin peu importe. Ils le savaient. C'est assez extraordinaire. Mais malgré l'admiration relative et ultérieure qu'aura pour eux Jacques Brel, qui interprétera dans un film paru en 1968 l'un des membres de la bande à Bono, la geste des bandits tragiques s'achève le 28 avril 1912 dans la proche banlieue de Paris. Ça se termine par un siège qui oppose des hommes seuls à une troupe d'1 millier d'hommes, hein, avec 10 000 spectateurs autour, d'ailleurs, venus assister à la lie de ces hommes traqués. Ils se battent comme des lions jusqu'au bout, toute la nuit, comme la petite chef de M. Seguin avec le loup, avec aucune chance de s'en tirer, et ils le savent. Hein. Et c'est ça qui fait d'eux, je dirais, des sortes de propagandistes par le fait. Ici aussi, les actualités sont conviées au spectacle. Une fois n'est pas coutume, c'est la police qui pose des bombes. Les opérations terminées, les corps des anarchistes sont exposés comme autant de trophées de chasse. Cette affaire marque les esprits et signe momentanément la fin du banditisme révolutionnaire en France. Bono, comme nombre d'illégalistes, devient peu à peu une figure controversée, tantôt rejetée, tantôt réintégrée dans la mémoire anarchiste au gré des périodes et des nécessités. Plutôt que de considérer
les gestes de la bande à Bonneau comme étant un véritable mouvement de protestation, si on veut. Moi, personnellement, je pencherais plutôt pour l'hypothèse que c'est la manifestation d'un échec. C'est-à-dire que ce sont des épisodes qui peuvent attirer une espèce de curiosité morbide, mais en fait, en réalité, restent des épisodes marginaux. Et en ce qui concerne la bande à Bonneau, c'est de la marginalité d'un groupement qui était marginal. Le battage médiatique fait autour de la bande à Bonneau permet surtout à l'époque de disqualifier le mouvement anarchiste dans ses efforts pour empêcher la guerre. Car devant les démonstrations de masse que firent les libertaires aux côtés des autres socialistes, par exemple ici, au Pré Saint-Gervais près de Paris, ou avec la Semaine Rouge d'Ancône en Italie, où Malatesta était parvenu à étendre la grève générale aux marches en Romagne et jusqu'en Toscane, les impérialismes craignaient plus que tout que les travailleurs du monde parviennent à s'entendre. Ils avaient réactivé les lois scélérates et rempli des fichiers, comme en France, le sinistre carnet B, dans lequel étaient répertoriés les noms des révolutionnaires qui devaient être arrêtés en cas de conflit. Mais grâce à la peur fabriquée avec l'affaire des bandits tragiques et devant le choc provoqué par l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, l'État n'avait pas eu besoin d'y recourir. Et avec la mort de Jean Jaurès, même des figures de l'anarchisme, comme Kropotkin, finissaient par se rallier à l'Union sacrée. Les affiches des libertaires appelant à la désertion pouvaient désormais se recouvrir des appels à la mobilisation générale. Et c'est ainsi, alors que commençait un massacre d'une ampleur inimaginable, qui fera bien plus de morts que toutes les révolutions, pendant que les travailleurs tombaient par millions et que les mutins mouraient seuls devant les pelotons d'exécution, que les paroles de Malatesta ou d'Emma Goldman, restés fidèles à leur idéal, purent se perdre pour un temps dans le bruit de la mitraille. Le rôle des anarchistes est de continuer à proclamer qu'il n'y a qu'une seule guerre, celle qui, dans tous les pays, est menée par les opprimés contre les oppresseurs. Notre rôle, c'est de montrer aux hommes la générosité, la grandeur et la beauté de l'idéal anarchiste. La justice sociale réalisée par l'organisation libre des producteurs. La guerre et le militarisme à jamais supprimés. La liberté entière conquise par la destruction totale de l'État et de ses organismes de coercition. Vive l'anarchie! Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir.